Recording in progress. Bonjour à tous, je me présente, Laurent Matillat, je suis le directeur du Centre national d'information surdité. Nous allons commencer le webinaire dans 3 minutes. On va laisser 3 minutes aux personnes pour se connecter et nous rejoindre. On a beaucoup de personnes qui vont participer à ce webinaire, donc je vous propose d'attendre 3 minutes avant de commencer. Allez, beaucoup de personnes se sont connectées. On a un ordre du jour qui est bien chargé, donc je vous propose de commencer tout de suite. Tout d'abord, au nom de l'équipe du CNIS, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce premier webinaire. Donc, le CNIS, le Centre national d'information surdité, qui a été créé en 2013 suite à l'appel à projet de la Direction générale de la cohésion sociale et qui est géré par la Fondation OVE, a pour mission d'apporter de l'information aux personnes concernées par la surdité. Donc, des parents d'enfants, des personnes vieillissantes, des professionnels en lien avec ces personnes. Et pour répondre à ces missions, nous avons développé 2 outils. Un site internet, donc surdi.info, et une plateforme d'écoute et d'information. C'est en analysant à la fois les articles qui sont lus sur notre site et les questions qui nous sont posées sur notre plateforme que nous avons décidé de créer 6 webinaires entre 2023 et 2024, 100% accessibles, sur les thèmes qui sont les plus questionnés avec l'aide de notre partenaire financier Malakoff Humanis. Aujourd'hui, le thème qui nous rassemble est celui des acouphènes. Nous l'avons réalisé avec l'association France Acouphènes, que je veux remercier chaleureusement pour son aide précieuse. Mais avant de commencer, je vais vous rappeler quelques bonnes pratiques pour ce webinaire. Donc, vos micros et caméras sont désactivés pour faciliter le travail des équipes techniques. Tout au long du webinaire, vous pourrez poser des questions aux différents intervenants via le module questions-réponses de Zoom. Et dans notre dernier quart d'heure, aux alentours de 18h45, nous tenterons de répondre avec les experts qui vont participer au webinaire à un maximum de vos interrogations. Vous pouvez également utiliser ce module, questions-réponses, pour des questions d'ordre technique. Notre équipe reste à votre disposition. Ce webinaire sera accessible en replay prochainement. Un document synthétique vous sera également proposé sur notre site internet et nous vous recontacterons par mail pour vous indiquer le lien. Ça vous permettra d'assister au webinaire sans forcément avoir de notes à prendre. Donc, si je reviens plus précisément sur les différentes parties qui vont jalonner ce webinaire, nous en aurons quatre grandes parties. La première partie va définir ce que sont les acouphènes. Nous allons donner la parole à 3 personnes concernées par des acouphènes, puis au docteur Didier Boucara, médecin ORL, qui nous donnera des éléments médicaux sur cette pathologie. Puis dans une seconde partie, nous verrons quels sont les types d'accompagnement qui peuvent se mettre en place avec le docteur Michel Kosowski, médecin ORL. Une troisième partie nous permettra d'aborder la question du comment vivre avec des acouphènes. Donc là, nous aurons trois experts qui interviennent. Madame Patricia Grévin, sophrologue, Madame Livia Moati, psychologue, et Monsieur Thibaut Desmaîtres, audioprothésiste. Enfin, dans une quatrième partie, nous insisterons sur le fait
qu'il est très important de ne pas rester seul face aux acouphènes et nous accueillerons Monsieur Robin Gaillard, président et cofondateur de l'application Siopi, et Monsieur Jacques Fuenquinos, président de l'association France Acouphènes. Je vous propose de commencer tout de suite en donnant la parole aux personnes concernées par les acouphènes via des témoignages croisés de 3 personnes que nous avons pu filmer. Je m'appelle Pierre, j'ai 39 ans, je suis technicien professionnel du spectacle, spécialisé dans le son et la lumière et je souffre d'acouphènes depuis une quinzaine d'années. Je m'appelle Florian, j'ai 39 ans, je suis musicien plutôt amateur. Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Sambourg, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles, l'une de 16, l'autre de 13 ans. Je suis professeur à des écoles depuis 2001, je suis malentendant depuis plusieurs années maintenant, et surtout je suis sujet à ce qu'on appelle des acouphènes. En tout cas, je les entends en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et depuis presque une quinzaine d'années. Ce qui me vaut bien sûr alors, une forme de douleur, en tout cas une détresse, parce que c'est insupportable au quotidien, et c'est une gêne permanente. L'arsène assez important, c'est produit sur scène au moment où j'étais très près des haut-parleurs. Depuis ce jour, bah voilà, ce sifflement, il est présent, persistant, dans les 2 oreilles, jour et nuit. Donc aujourd'hui, ma vie, elle est plus la même, c'est évident. Il faut faire avec, il faut réussir à gérer le stress, il faut réussir à gérer parfois l'anxiété, ou peur que cette situation s'aggrave. Ce qui s'est d'ailleurs passé. Il y a 7 ans, les sifflements se sont accentués, sans raison. Mais dans les répétitions, on est entouré avec des gens qui font de la batterie, qui font de la basse, bon, et on est dans des environnements de fait assez bruyants. Mais il y a eu un événement qui a été d'assister à un concert très fort, quand j'étais à Tours. Et suite à ce concert, ben, c'est là où sont apparus les premiers symptômes d'acouphènes. Donc j'ai des acouphènes du côté gauche, l'oreille gauche. De l'autre côté, j'ai plutôt des douleurs lancinantes qui reviennent ponctuellement comme ça. Ça m'a un peu déprimé, c'est sûr. J'ai arrêté l'école de musique parce que j'avais peur aussi d'aggraver un peu les choses. Il y a eu un sentiment d'impuissance, de perte de contrôle, de se sentir un peu déprimé forcément, de devoir s'adapter à une nouvelle situation. Ensuite, l'étape suivante, ce sont les journées citoyennes, ou du moins la journée citoyenne que j'ai vécue en 2001. Et on m'a diagnostiqué à ce moment-là un problème d'audition. On m'a fait comprendre que j'avais une gêne assez importante au niveau des 2 oreilles et qu'il fallait consulter un ORL. L'ORL que j'ai consulté m'a fait comprendre qu'effectivement j'avais une baisse d'audition, mais qu'elle n'était pas dramatique, mais qu'il fallait que je sois attentif et que je me protège. Et je n'ai pas suffisamment été attentif à cela. Et c'est devenu ce quotidien, parce qu'on entend, quand vous entendez ça en permanence, chaque jour, et chaque soir lorsqu'il s'agit de s'endormir, surtout lorsque vous êtes au calme, c'est une gêne permanente, c'est une souffrance, et vous ne pouvez rien y faire, car malheureusement c'est irrémédiable, on ne peut pas régler le problème, si ce n'est porter des petits appareils, ce que je porte depuis quelques années maintenant, depuis 2019. J'ai traîné à le faire parce que les ORL me disaient, mais vous savez, il va falloir un moment vous résoudre à emporter. Alors j'ai fait de nombreux tests au départ qui n'ont pas été très concluants parce qu'effectivement il faut un temps d'adaptation et je n'étais pas prêt sans doute à porter des appareils. Aujourd'hui, j'ai dû réorienter ma carrière. Par chance, j'ai pu trouver une voie qui me permet de rester dans ce monde du spectacle, mais qui m'a demandé beaucoup d'efforts, qui aujourd'hui m'expose à un stress bien plus important, un facteur qui peut être aggravant aussi de ces bruits que j'ai toujours autour de moi. Dans la vie privée, évidemment, la patience n'est plus la même. Plus de possibilités aujourd'hui de profiter d'instants de calme, de repos, silence. Le silence n'existe plus. Donc c'est quelque chose que j'essaie d'éviter aujourd'hui. J'ai encore du mal, même après ces longues années, à prendre tranquillement du temps avec un bouquin. C'est compliqué. Je continue à sortir. Je pratique effectivement encore de la technique sur certains concerts, sur certains événements, dans mes loisirs.
Par contre, j'ai toujours une paire de bouchons d'oreilles à portée de main. Pour mon métier, j'ai des protections auditives qui sont adaptées, qui sont, de qualité professionnelle, qui me permettent de continuer à travailler malgré effectivement cette gêne et tout en restant évidemment correctement protégé. Voilà, qu'est-ce que je disais, m'accorder du repos, effectivement, dans les moments où c'est plus fort. La thérapie sonore, donc se mettre des sons aussi apaisants et qui couvrent un peu, qui masquent un peu l'acouphène. Voilà. Et puis nous sommes en 2022, il me reste encore quelques années professionnelles. Je travaille depuis 2 ans pour le CNED, j'enseigne à distance, ce qui me soulage nettement. Je ne suis plus face à des élèves au sens physique du terme. Bien entendu, cela me vaut de ne plus avoir cette relation, cette vie sociale normale. Je suis au calme toute la journée, j'entends ce bruit toute la journée aussi. Je mets un peu de musique de fond, j'essaye de m'occuper l'esprit, je fais beaucoup de sophrologie, de méditation, j'essaye de m'aérer, je fais souvent des promenades, de la marche beaucoup, la course à pied aussi, je fais du sport. Mais au quotidien, je suis obligé de sélectionner certaines activités. Je ne suis plus en capacité réellement d'aller au cinéma, d'aller au restaurant. Je ne suis plus en capacité non plus, lors des rassemblements familiaux, les repas, d'être suffisamment attentif. Je me coupe complètement de la conversation. C'est vraiment difficile moralement à vivre. Et vous n'avez qu'une envie d'un certain jour, c'est d'aller vous réfugier au calme, au lit, et de ne rien entendre. Estábamos los dos mirando el mar cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Donc, nous remercions vraiment beaucoup l'association France Acouphènes pour nous avoir permis de recueillir ces témoignages qui sont précieux et qui sont très éclairants. Maintenant, je vais laisser la parole au docteur Didier Boukhara qui va nous expliquer un peu plus les mécanismes des acouphènes. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de cette invitation à participer à ce webinaire. Merci à l'organisation, merci à France Acouphènes qui, bien sûr, est une partie prenante importante dans le soutien, la prise en charge des patients. Vous l'avez vu avec les 3 témoignages. Moi, je suis médecin ORL avec une activité à l'hôpital européen Georges Pompidou et aussi une activité en ville. Et donc, je vais essayer dans les minutes qui viennent de poser un petit peu le cadre. Pour des raisons techniques, vous n'aurez pas les images correspondant à mon propos, mais je crois que ce n'est pas grave. Il y aura la possibilité de transférer les images secondairement. Je crois qu'en fait, beaucoup de choses ont déjà été dites à travers les 3 témoignages que vous avez entendus. C'est vraiment l'impact individuel des acouphènes, le retentissement sur la vie personnelle, sur la vie quotidienne, également aussi la prise en charge qui est parfois difficile. Il y a une petite période où on cherche quel médecin faut-il voir, quel traitement faut-il instaurer. Et puis émerge ce dont on va beaucoup parler durant la soirée, cette prise en charge pluridisciplinaire avec plusieurs professionnels qui ont une vision complémentaire, pas seulement des acouphènes, mais surtout de la même personne pour essayer de proposer un traitement qui soit le plus adapté, même si on sait que c'est parfois compliqué et long. Alors, de quoi s'agit-il? L'acouphène, c'est un symptôme, c'est-à-dire qu'il peut traduire beaucoup de choses. C'est en fait la perception d'un signal. Ce signal, il est perçu uniquement par le sujet, par la personne, et c'est ce qu'on appelle donc un acouphène subjectif, c'est-à-dire que l'acouphène ne peut pas être enregistré. Si quelqu'un se place à côté de cette personne, il n'aura pas moyen, lui, d'entendre ou d'enregistrer l'acouphène. C'est dans la grande majorité des cas, c'est ce qu'on appelle les acouphènes subjectifs. Il y a un certain nombre de cas qui sont beaucoup plus rares. Quand on prend tous les patients qui présentent des acouphènes, ça représente à peu près 5% des cas, où cette fois-ci, l'acouphène est le reflet d'un bruit qui existe réellement dans l'organisme. C'est ce qu'on appelle les acouphènes objectifs. Alors, sans rentrer dans les détails, il faut finalement avoir une présentation de dire que l'acouphène qui est perçu par la personne traduit un mauvais fonctionnement du système auditif, et ce système, il est
assez compliqué puisqu'il part du pavillon de l'oreille et qu'il se termine au niveau du cerveau avec de très nombreux relais. Il y a ce qu'on appelle l'oreille moyenne avec les 3 petits osselets que vous connaissez sans doute, le marteau, l'enclume et l'étrier. Il y a l'oreille interne, cet organe qui a une forme d'escargot, et c'est dans l'oreille interne où se fait le codage des sons grâce à des petites cellules ciliées. Et à partir de l'oreille interne partent des fibres nerveuses, c'est le nerf de l'audition. Et là, il y a un long cheminement qui va se faire par différents relais dans le système nerveux central jusqu'au cerveau et la partie du cerveau qui est dédiée à l'audition, ce qu'on appelle le cortex auditif. Maintenant, il faut aussi bien préciser les choses, c'est que le symptôme acouphène est extrêmement fréquent. C'est-à-dire que dans des études en particulier relativement récentes, on s'est rendu compte que pratiquement 15% de la population mondiale présente ou a présenté des acouphènes. Vous voyez, 15%, c'est pratiquement une personne sur 7. On sait aussi que cette fréquence, elle augmente chez les personnes plus âgées de 65 ans. Vous voyez, il y a vraiment un nombre très important de personnes qui présentent des acouphènes. Il y a une estimation qui a été faite dans un article assez récent et qui tourne autour de 750 millions de personnes sur Terre qui présentent des acouphènes. Donc vous vous rendez compte que c'est quand même un nombre extrêmement important. Il faut bien dire que quand on prend ces 750 millions de personnes, toutes n'ont pas le même niveau d'acouphène, n'ont pas la même intensité et n'ont pas le même impact sur la vie quotidienne. C'est vrai que dans de très nombreux cas, l'acouphène est un symptôme qui est bien présent, mais qui n'a pas forcément un retentissement très important sur le quotidien. Alors, comment faire, comment se débrouiller finalement quand on a des acouphènes? Quel va être le parcours de soins? Bon, d'une manière générale, vous savez, en France, on passe par le médecin traitant. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. La répartition des médecins n'est pas homogène sur le territoire. Idéalement, le parcours de soins va commencer par le médecin traitant. Lui, il va faire un examen de première approche du symptôme acouphène. Il va bien sûr examiner les oreilles, regarder s'il n'y a pas un bouchon de cire ou quelque chose qui est un obstacle mécanique et qui gêne à l'audition. Et très rapidement, s'il n'y a pas une cause facile à identifier et à traiter, il va orienter vers le médecin ORL. Je vous parlerai dans quelques secondes du parcours chez l'ORL. Il faut d'emblée mettre peut-être en avant un certain nombre de situations particulières. La première, c'est en cas de traumatisme sonore. Si les acouphènes apparaissent après une exposition à un niveau sonore élevé, là, on est presque dans le domaine de l'urgence et il faut un petit peu accélérer la prise en charge parce que devant ces acouphènes après traumatisme sonore, on peut être amené à proposer un traitement en urgence pour essayer de réduire les effets et la durée des acouphènes. Le médecin ORL qui est ensuite consulté, lui, il va faire, si vous voulez, un examen assez complet de la sphère ORL, en particulier des tympans. Il va essayer de bien détailler quel est le type des acouphènes. Est-ce que ce sont des acouphènes qui sont perçus dans toute la tête? Est-ce que c'est un bruit qui est localisé dans une oreille? Est-ce qu'il y a des symptômes associés? Est-ce que la personne se plaint de moins bien entendre? Et puis, les médecins ORL utilisent aussi des questionnaires d'évaluation. Ça, c'est quelque chose qui est utile parce que c'est vrai que d'une personne à l'autre, le ressenti et l'impact sur la vie quotidienne est difficilement appréciable si on n'a pas une trace par un questionnaire qui liste certaines situations. Ce sont des questionnaires qui sont utilisés de façon assez universelle. Le médecin ORL a aussi un rôle déjà d'anticipation pour la prise en charge et pour cela, il va essayer dans cette consultation de voir quel est l'impact psychologique. L'impact, on a parlé du sommeil, il y a aussi la concentration, la mémoire. C'est vrai que l'acouphène peut déclencher des symptômes associés, des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention. Et tout ça, il faut avoir une appréciation la plus globale d'emblée. Le médecin ORL va ensuite examiner les tympans. Il va regarder si le tympan présente un aspect normal, s'il n'y a pas un aspect inflammatoire, comme dans une otite, s'il n'y a pas des séquelles d'otite qui auraient eu lieu par le passé, c'est-à-dire une otite chronique. Et cet examen du tympan est important, bien sûr, parce que c'est une étape qui peut déceler un certain nombre de causes pour laquelle on va proposer un traitement de la cause de l'acouphène. Le médecin ORL va ensuite faire un audiogramme, c'est-à-dire une mesure de l'audition. Alors, comment procède-t-on? Bien, c'est assez simple. On a un casque qui est placé sur les deux oreilles, la personne qui est testée dans une cabine, et on va évaluer son audition, l'oreille droite puis l'oreille gauche.
quel est le seuil auquel les sons sont perçus. Et en général, le médecin ORL va aussi évaluer la compréhension en faisant répéter pour l'oreille droite et pour l'oreille gauche des listes de mots. Ce test d'audition est important parce que dans un grand nombre de cas, en particulier chez les personnes de plus de 65 ans, les acouphènes sont associés à une baisse de l'audition. Cette baisse d'audition, elle est liée à l'âge, c'est ce qu'on appelle la presbyacousie. Et vous voyez là déjà, on a un lien à faire entre acouphènes, baisse d'audition, parce que ça nous conduit directement à ce dont on parlera probablement plus tard dans la soirée, l'appareillage auditif qui va améliorer l'audition et surtout potentiellement bien améliorer les acouphènes. Alors, tout à l'heure, on l'a dit, l'acouphène n'est pas enregistrable. Par contre, le médecin ORL peut faire dans la cabine d'audiométrie des tests, c'est ce qu'on appelle l'acouphénométrie. Avec 2-3 mesures, il peut essayer d'évaluer de façon très subjective avec le patient quelle est l'intensité de son acouphène, quelle est la fréquence de son acouphène. L'idée, si vous voulez, c'est que l'on ait une approche la plus personnelle du symptôme acouphène pour un patient donné. Le test de l'audition va aussi permettre de déceler les atteintes auditives légères. Par exemple, chez les personnes qui travaillent dans le bruit, on peut déceler une atteinte sur les fréquences aiguës qui n'est pas forcément importante. Souvent, c'est très léger, donc ça ne génère pas une gêne à la compréhension, mais par contre, ça traduit bien qu'il y a eu à un moment donné une souffrance de l'oreille interne. On va parfois trouver une situation plus particulière. Il y a une baisse de l'audition, mais elle est uniquement d'un côté. Alors là, le médecin ORL, quand il fait face, je dirais, à un acouphène qui touche une seule oreille et qui s'accompagne d'une baisse auditive de cette même oreille, va poursuivre les investigations. Il va faire assez régulièrement une imagerie, soit un scanner, soit une IRM, pour aller voir s'il n'y a pas un obstacle sur le nerf de l'audition du côté où le patient souffre d'acouphènes. Il y a aussi des acouphènes, on dit que c'est à peu près dans 5% des cas, qui sont dus à des problèmes musculaires. Alors, le lien n'est pas forcément très directement établi, mais on sait que chez certaines personnes, la présence de problèmes musculaires, soit au niveau du cou, soit au niveau de la mâchoire, peut déclencher des acouphènes. Et c'est intéressant parce que si on fait le lien avec des problèmes musculaires, on peut proposer là aussi un traitement plus spécifique. Je vous l'ai dit, il y a des situations, encore une fois, particulières où c'est un acouphène objectif, c'est-à-dire que le médecin peut entendre l'acouphène avec un stéthoscope, par exemple, et là, ça va engager une recherche plus ciblée d'une cause évolutive. À partir de cette typologie d'acouphène, le médecin voyait une approche qui est à la fois de l'acouphène, du patient, du ressenti et du vécu. La prise en charge, mais je ne vais pas trop en parler parce que les autres intervenants vont le faire, va être une approche multidisciplinaire. Pour terminer, que puis-je vous dire? La première chose, c'est que d'abord, on a entendu des témoignages forts de personnes qui ont vraiment un impact de leurs acouphènes. C'est vrai que ce n'est pas rare que telle situation se présente, mais il faut aussi dire que dans un nombre non négligeable de cas, qui est même important, les acouphènes sont moins intenses, ils ont moins d'impact sur la vie quotidienne et, par exemple, ils sont liés à une baisse de l'audition, comme la presbyacousie, c'est-à-dire l'évolution de l'audition avec l'âge. Et là, le traitement, ça va être l'appareillage. Il faut savoir que parmi les ressources de traitement, on va en parler longtemps, il y a les médicaments, il y a les appareillages auditifs, la relaxation, la sophrologie, la prise en charge psychologique. L'idée, c'est d'essayer de regrouper cette prise en charge pour qu'elle soit le plus adaptée. La consigne, enfin nous, ce qu'on essaye de faire, c'est accompagner le patient dans cette prise en charge pour réduire au maximum l'intensité et le vécu des acouphènes et lui donner des conseils pour essayer que ce quotidien soit meilleur. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Boukhara, pour ces explications qui sont très claires et qui, du coup, nous apportent beaucoup plus de compréhension du phénomène. Moi, ce que je retiendrai de cette première partie, c'est qu'il n'y a pas une cause d'acouphène, mais plusieurs, qu'il n'y a pas un type d'acouphène, mais plusieurs types d'acouphènes. On va naturellement en arriver maintenant à se poser la question de quel accompagnement, quel meilleur accompagnement nous pouvons proposer pour ces patients qui ont des acouphènes. Pour cela, nous allons laisser la parole à M. Kosowski, médecin ORL et membre de l'AFREPA, une équipe pluridisciplinaire sur Paris,
Donc, Monsieur Kosowski ne pouvait pas être présent avec nous, mais nous avons pu le filmer et nous allons vous présenter la vidéo qui explique justement quel type d'accompagnement il est en capacité de mettre en place. Bien, écoutez, bonjour à tous. Je regrette de ne pouvoir être en direct avec vous le 2 février. Et donc, c'est pourquoi nous avons anticipé sur cette présentation. Donc, je suis le docteur Michel Kosowski et je suis ORL dans le 15e arrondissement à Paris. Donc, l'objet de mon intervention, c'est d'insister sur l'importance d'une prise en charge pluridisciplinaire pour traiter les patients acouphéniques. Et là, d'ores et déjà, j'insiste beaucoup sur le terme prise en charge du patient acouphénique, ce qui n'est pas la même chose que le traitement de l'acouphène. En fait, la plupart des patients acouphéniques, leur souhait, c'est qu'on traite l'acouphène et qu'on le supprime. À l'heure actuelle, je n'ai pas connaissance de traitements qui agissent comme un interrupteur ou comme un bouton on-off sur l'acouphène. Et c'est bien une prise en charge globale du patient acouphénique qui va être envisagée et donc qui va nécessiter l'intervention de plusieurs professionnels, chacun dans son domaine respectif. Donc, on voit bien que ce patient acouphénique, il n'est pas unique, il est multiple. Et donc, il faut évaluer donc une cause potentielle, évaluer l'audition, évaluer le retentissement psychologique, le retentissement sur la qualité de la vie du patient, afin de l'orienter au mieux dans le parcours de soins. Un certain nombre de patients, simplement avec des explications, avec un bilan auditif, n'auront pas besoin de prise en charge, vont parfaitement intégrer qu'ils ont les moyens de maîtriser ce symptôme. Et finalement, bien sûr, ils préféreraient que l'acouphène ne soit pas là, que l'acouphène soit absent, mais ils vont le gérer sans difficulté. Un certain nombre de patients auront besoin d'un soutien psychologique et parfois simplement une thérapie cognitive et comportementale ou une aide en sophrologie sera suffisante. D'autres nécessiteront plutôt une réponse technique qui pourra être médicamenteuse, qui pourra être physique, avec de l'appareillage auditif pour faire de la thérapie sonore, voire éventuellement, en fonction des orientations, si on a un doute sur une participation somatosensorielle, eh bien, on fera de l'ostéopathie, on pourra également faire un travail sur l'occlusion dentaire, avec toujours quand même les explications par rapport à la façon de garder de la distance par rapport à ce symptôme. Et puis, pour un certain nombre de patients, on aura besoin d'un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'on aura besoin à la fois d'une prise en charge médicamenteuse, d'une prise en charge technologique et puis d'une aide psychologique. Et puis, les autres moyens adjuvants seront parfois utilisés en fonction de l'efficacité de ce qu'on aura mis en place. Il est important de ne pas butiner à droite à gauche et essayer tous les traitements et les arrêter au bout de 8 jours parce que ça n'a pas marché, parce qu'à la fin, on ne sait plus qui fait quoi, on rentre dans un emballement qui est contre-productif. Donc vraiment, il faut faire confiance à l'équipe qui commence à prendre en charge l'acouphène et suivre les recommandations et se donner du temps avant de juger de l'efficacité ou de l'inefficacité d'un traitement. Donc, on voit qu'on a besoin, pour répondre à la souffrance du patient acouphénique, on a besoin de plusieurs approches de spécialités complémentaires. Et donc, c'est tout l'intérêt de la mise en œuvre d'équipes pluridisciplinaires. Une équipe pluridisciplinaire, ce sont des professionnels de santé d'horizons divers qui ont une approche, qui travaillent en commun, qui ont un discours commun et complémentaire, et donc qui sont en dialogue constant les uns avec les autres. Et tout ça pour optimiser la prise en charge du patient acouphénique. Moi, en tant qu'ORL, je ne suis pas capable de donner des informations techniques sur l'appareillage. Par contre, je suis capable d'expliquer au patient que compte tenu de son audition, compte tenu de l'intensité du ressenti de son acouphène, un appareillage pourrait être utile. Et donc, c'est important de travailler avec un professionnel de l'audioprothèse qui connaît bien cette prise en charge et qui, lui, va pouvoir donner des renseignements plus techniques sur les modalités d'appareillage, les durées d'utilisation, sur le contrôle et le suivi de tout ça.
Donc, cette prise en charge pluridisciplinaire assure pour le patient une optimisation et donc les équipes pluridisciplinaires sont regroupées au sein de plusieurs associations. Alors, l'association à laquelle nous appartenons est l'association francophone des équipes pluridisciplinaires en acouphénologie, mais il y a d'autres associations d'équipes pluridisciplinaires qui travaillent également sur les patients acouphéniques avec des approches un petit peu différentes. Alors, l'AFREPA, c'est quoi? C'est une association loi de 1901 qui a été créée en 2008. Les buts principaux, c'est de regrouper des professionnels de santé sous forme d'équipes pour optimiser la prise en charge des patients souffrant d'acouphènes ou d'hyperacousie. C'est d'avoir un maillage territorial assez développé de façon à ce que tous les patients puissent trouver à proximité de chez eux une équipe qui soit à même de le prendre en charge. Et puis, cette association a également pour but de tenir à jour les connaissances des équipes par l'organisation de congrès réguliers où les connaissances sont mises en commun, où les avancées sont discutées. Et donc, ça permet de progresser dans cette prise en charge thérapeutique. Donc, quand on tape AFREPA sur Internet, on tombe sur le site et on peut avoir accès à une carte géographique avec le maillage des différentes équipes au niveau de la France. Et donc, maintenant, l'AFREPA s'appelle Association francophone et non plus française parce qu'il y a des équipes en Suisse, il y a des équipes en Belgique et donc ça se développe, les équipes, donc on est sorti des frontières de la France. On peut zoomer sur une région pour avoir les différentes équipes, les différents sites géographiques et lorsqu'on va sélectionner une équipe, eh bien, on peut avoir accès aux coordonnées de l'ORL et ensuite eh bien, pouvoir faire cette prise en charge. Donc, ces équipes pluridisciplinaires, le noyau dur, c'est l'ORL qui est vraiment au niveau, le maillon initial pour le diagnostic, pour l'évaluation et pour l'organisation du parcours de soins. Et donc, l'ORL travaille avec un audioprothésiste et avec un psychologue au sens large, c'est-à-dire que ça peut être un sophrologue ou un psychologue qui fait une thérapie cognitive et comportementale. Et ça, c'est vraiment, toutes les équipes pluridisciplinaires sont constituées de ce noyau dur, ORL, audioprothésiste et prise en charge psychologique. Et puis, en fonction des affinités, en fonction des régions, eh bien, ces équipes peuvent s'étoffer avec des hypnothérapeutes, avec des dentistes ou des occlusodontistes, des stomatologistes qui vont s'intéresser donc aux acouphènes liés à la mâchoire, avec des ostéopathes, avec des psychiatres. Il est important également d'avoir des radiologues pour le bilan étiologique de ces surdités. Et puis divers, certaines équipes ont également des ergothérapeutes avec eux. Donc, les équipes sont plus ou moins étoffées avec ce noyau dur, donc ORL, audioprothésiste et psychologue. Donc, on voit que la prise en charge du patient acouphénique, c'est une prise en charge complexe. On ne peut pas parler d'acouphènes en tant que tel, mais il y a plusieurs types d'acouphènes du fait de leur mécanisme, du fait de leur origine et surtout du fait de la personnalité de chacun. Pour une même intensité, pour une même fréquence, en fonction de la personnalité de chacun, en fonction des circonstances de survenue de l'acouphène, eh bien, le ressenti ne sera pas forcément le même et donc la prise en charge doit vraiment être adaptée et personnalisée. Donc, il n'y a pas un traitement de l'acouphène, mais des prises en charge complémentaires du patient acouphénique et j'insiste vraiment beaucoup là-dessus. On ne traite pas un symptôme, mais on prend en charge un patient qui présente ce symptôme. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, avec des acteurs travaillant ensemble, d'où la notion d'équipe pluridisciplinaire. Et l'objectif de cette prise en charge, c'est de neutraliser au mieux l'acouphène qui est devenu chronique et les émotions qui en résultent. Cela n'aboutit pas toujours à la disparition de l'acouphène. Il faut que le patient soit bien conscient et qu'on lui explique qu'en fait, la guérison de l'acouphène ne veut pas dire forcément sa disparition, mais si on arrive déjà à mieux le maîtriser, eh bien, c'est parti gagné. Et la plupart du temps, les gens qui arrivent à faire cette démarche, acceptation de l'acouphène,
meilleur contrôle, eh bien, parfois, quand on les voit des mois ou des années après en consultation, et qu'on leur dit « Tiens, vous étiez venu en telle année pour un acouphène, où est-ce que vous en êtes maintenant ?» Eh bien, ces gens nous disent « Maintenant que vous m'en parlez, finalement, j'en ai plus conscience et ça ne me gêne plus. Si je le cherche, il est là, mais ça ne me gêne plus. » Et pour l'instant, à défaut de pouvoir le faire disparaître, c'est ce qu'on recherche par cette prise en charge individualisée. Je vous remercie. Merci beaucoup au docteur Kosowski pour toutes ces explications. Donc là, je pense que on en arrive un petit peu à se dire que l'accompagnement des acouphènes nécessite un accompagnement pluridisciplinaire et aussi une acceptation de l'acouphène qui doit s'intégrer à la vie du patient. Nous allons voir maintenant quelles peuvent être les solutions. Nous avons choisi d'en mettre 3 en lumière, mais il peut y en avoir d'autres. Nous allons commencer par écouter la parole de Monsieur Démètre, audioprothésiste. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Merci surtout pour l'organisation de ce webinaire qui, je pense, va intéresser beaucoup de nos patients. Voilà, donc je suis audioprothésiste dans la région lyonnaise. Je travaille dans une équipe de 6 audioprothésistes. Nous faisons partie de l'équipe du professeur Taïwan pour l'AFREPA de la région lyonnaise et nous intervenons dans les consultations d'acouphénologie à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Au niveau de la prise en charge des patients acouphéniques, alors le docteur Boukhara l'a bien rappelé, il y a tout d'abord un parcours de soins qu'il faut essayer de respecter avec le médecin généraliste en premier, l'ORL par la suite. Après, bien entendu, nous accueillons régulièrement des patients qui n'ont pas encore consulté leur médecin et nous les conseillons, les orientons vers les bons professionnels pour être efficacement. Donc, il ne faut pas hésiter à franchir le seuil des cabinets d'audioprothèse qui sont là pour vous renseigner au mieux sur les démarches à effectuer, en tout cas les rendez-vous qu'ils peuvent être judicieux de prendre. Lorsque nous recevons en consultation pour un premier bilan, donc suite à la consultation du médecin ORL, et que nous recevons donc un patient acouphénique, nous bloquons au moins 1 heure de temps, qui est vraiment un rendez-vous gratuit chez les audioprothésistes, c'est important de le préciser, pour vraiment faire le tour de l'acouphène du patient et essayer de l'accompagner au mieux. Nous allons commencer par réaliser ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire une petite série de questions qui permettent de mieux comprendre le quotidien auditif du patient et de comprendre vraiment les gènes rencontrés, notamment les gènes occasionnés par les acouphènes. Nous essayons bien sûr également de nous attarder sur le niveau auditif du patient et nous étudions l'audiogramme tonal et vocal réalisé par le médecin ORL afin de déceler, de voir si le patient présente, en plus de son acouphène, une perte auditive. C'est important pour la suite de la prise en charge, puisqu'il y aura 2 cas, des patients qui nous sont envoyés avec une perte auditive associée, des patients qui nous sont envoyés sans perte auditive. Au niveau du deuxième test dont a parlé le docteur Boukhara, qui est l'acouphénométrie, elle est très importante puisqu'elle permet un petit peu, et même plus qu'un petit peu, de déterminer, alors sans pouvoir comprendre exactement et trouver la fréquence exacte de l'acouphène, mais d'essayer de trouver la fréquence fondamentale de l'acouphène ressentie par le patient, ainsi que son intensité. Cela va être important justement pour essayer d'avoir une bonne prise en charge par la suite, notamment avec des thérapies sonores. Une fois que nous avons étudié l'audiogramme tonal, vocal, ainsi que l'acouphénométrie, eh bien, 2 cas de figure. S'il y a une perte auditive, sur ordonnance médicale, c'est important de le préciser, l'appareillage auditif est uniquement mis en place sur ordonnance du médecin ORL. Nous allons pouvoir faire un essai d'appareil avec le patient et donc mettre en place un protocole sur une durée minimale d'1 mois afin d'essayer
d'atténuer, de réduire, voire de supprimer la perception des acouphènes. Dans un premier temps, nous essayons, donc lorsqu'il y a une perte d'audition, un appareillage auditif sans thérapie sonore. Je m'explique. La technologie des appareils s'améliorant de plus en plus, on arrive à amplifier de plus en plus loin dans les hautes fréquences et on remarque vraiment ces dernières années de nombreux cas de patients qui, avec une simple amplification pour compenser leur perte auditive, ressentent un réel bénéfice et une nette diminution, voire une suppression de la perception de leurs acouphènes, simplement avec un appareil auditif qui vient compenser la perte auditive des patients. Alors cela est possible, comme je vais vous l'expliquer, puisque de plus en plus, les appareils arrivent à amplifier de plus en plus loin dans les hautes fréquences, là où se situe une bonne partie des acouphènes. Ce n'est pas le cas de tous les acouphènes, ce qui fait que, bien entendu, ce n'est pas une thérapie qui est efficace à 100%, mais c'est la première approche que nous proposons, une amplification via des appareils adaptés pour, sans envoyer de signal sonore supplémentaire, simplement amplifier les sons que le malentendant n'entend plus, nous arrivons à obtenir de bons résultats. Dans les cas où ce premier protocole ne suffit pas à réduire la perception des acouphènes, nous avons la possibilité de mettre en place une thérapie. Alors, il y a plusieurs thérapies et encore à l'étude, je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, on appelle notamment la TRT pour tinnitus. Donc, tinnitus, c'est le terme tout simplement de l'acouphène. Tinnitus, donc excusez-moi que je... Voilà, j'ai le terme en français où on parle de thérapie d'accoutumance à l'acouphène, mais tinnitus retraining therapy, excusez-moi, qui est une thérapie qui va pas avoir pour but d'essayer de supprimer l'acouphène, mais d'essayer de le réduire au maximum, mais surtout de réduire la perception de l'acouphène et de, voilà, ce qu'on dit régulièrement, apprendre à mieux vivre avec son acouphène. Le principe, mais je ne veux pas rentrer trop dans le détail puisque le temps nous est compté, le principe principal de cette thérapie va être d'envoyer un signal sonore. Alors, on parle souvent de bruit blanc. C'est un petit peu plus précis que cela, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, l'acouphénométrie nous permet de mesurer une fréquence fondamentale, d'essayer de mesurer la fréquence fondamentale de l'acouphène. Eh bien, nous allons envoyer plutôt un bruit qui est filtré sur cette fréquence fondamentale, à un niveau qui ne dépasse pas complètement le niveau de l'acouphène, mais plutôt nous recherchons le point de mélange pour que le patient puisse avoir un bénéfice et surtout que le cerveau s'habitue en quelque sorte à l'acouphène. Je ne rentre pas dans le détail du protocole qui peut être d'ailleurs différent en fonction des équipes, qui est encore à l'étude, mais qui progresse. Mais voilà, la thérapie et notamment le TRT permet alors il faut un petit peu de patience, mais c'est vrai que c'est sur une durée de plusieurs mois, de donner de bons résultats, soit pour réduire la perception, soit pour vraiment mieux accepter les acouphènes. Je vais terminer mon intervention sur ce point, mais justement pour faire une transition avec l'intervenante suivante, dire que justement, lorsque nous mettons en place ces thérapies, nous proposons toujours aux patients de consulter d'autres professionnels, et notamment une sophrologue qui va intervenir après moi, puisque cela va permettre de jouer sur la part, voilà, sur notamment les facteurs de stress qui peuvent être très, très importants dans la perception des acouphènes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Desmaîtres. Dans les questions, je pense que nous aurons beaucoup de questions qui ont trait à l'appareillage. Là, je suis en train de regarder, je les garde pour tout à l'heure, mais je pense qu'on aura besoin de vous à partir de 18h45. Je reste disponible. Très bien, merci beaucoup. Nous allons continuer maintenant avec l'intervention de... Alors, attendez. Avec l'intervention de Madame Grévin.
Je vous laisse la parole. Bonjour, je remercie infiniment les organisateurs d'avoir organisé ce webinaire et d'avoir proposé le sujet de l'acouphène. C'est important d'apporter un éclairage, des solutions, et je les remercie beaucoup de m'avoir invitée. Je suis sophrologue et je fais partie de l'équipe du docteur Kosowski, que vous avez vu tout à l'heure. Et je vais essayer de répondre à votre demande qui est à la fois de témoigner de la souffrance de l'acouphène et de partager avec vous une réponse sur un protocole de sophrologie spécifiquement adapté à l'acouphène. Alors, toute ma vie a changé depuis le jour où l'acouphène est apparu. Ce fut mon histoire, celle que j'ai eu envie de raconter dans un livre et surtout la façon dont j'ai pu sortir de cet enfermement. Après un parcours qui a été chaotique, avec des moments très abattus, qui correspondent pour moi à une sombre période de ma vie. J'ai d'abord cherché l'information auprès des ORL, des scientifiques et des chercheurs. Et pour moi, personnellement, auprès de l'association France Acouphènes, qui m'a beaucoup aidée à l'époque. Après avoir écouté, échangé avec de nombreux professionnels de santé, j'ai compris à un moment qu'il fallait que je prenne moi-même en charge le symptôme. Et là, j'ai choisi un appui thérapeutique avec les TCC et avec la sophrologie. J'ai récupéré de mon immense fatigue, j'ai mieux compris le fonctionnement des symptômes et j'ai arrêté de chercher des solutions à l'extérieur. Et peu à peu, j'ai apaisé l'émotionnel lié à la présence des acouphènes. J'ai quitté mon ancien métier, je suis devenue sophrologue spécialisée dans les troubles de l'audition. Ça a pris quelques années quand même, hein. Avec aujourd'hui le recul sur l'histoire personnelle, le travail en cabinet autour de l'ORL et de l'équipe, les nombreux accompagnements sur les 20 dernières années, j'ai fait évoluer la méthode et j'ai voulu la transmettre auprès de mes collègues sophrologues. J'ai dirigé une étude pour en évaluer l'efficacité. Cette étude, intitulée « Première évaluation de la prise en charge sophrologique des acouphènes subjectifs », a été publiée en 2020 aux Annales françaises et aux Annales européennes ORL. Les résultats de cette étude ont montré que le protocole mené à son terme pouvait permettre d'obtenir une atténuation du caractère intrusif de l'acouphène dans une vie sociale, personnelle et professionnelle. Et je trouve que le mot caractère intrusif, c'est tout à fait ça. C'est vraiment une invasion en fait d'un bruit dans la vie de la personne. Cet accompagnement, il comprend 6 à 8 séances d'1 heure chacune sur une période de 2 à 4 mois, selon la régularité et l'investissement du patient. Les séances sont menées par des sophrologues spécialisés, très à l'écoute, pouvant répondre à de nombreuses interrogations de patients. Ça, c'est un point très important pour mener à bien ce protocole spécifiquement développé pour l'acouphène chronique. Il s'agit de rassurer les personnes anxieuses tout au long du parcours. Un des aspects importants de ce protocole est de permettre à la personne, avec des exercices simples et spécifiques, de se détendre malgré le bruit des acouphènes. Pour cela, nous proposons des courtes pratiques de méditation de pleine conscience que j'appelle plus communément détente flash. Et petit à petit, au fil des séances, la personne réussit à mettre l'acouphène à distance. En fait, c'est un travail que fait le cerveau lui-même. Le son devient alors non pertinent. Le système nerveux n'est plus en alerte. Et la connotation émotionnelle aversive diminue dans le temps. C'est une des méthodes qui peut vous être proposée par l'ORL. Elle nécessite un investissement de votre part, mais bien souvent, elle va au-delà du premier objectif qui était de mieux vivre avec l'acouphène. En effet, la sophrologie spécifique pour l'audition, elle propose de découvrir autrement l'oreille, le son, l'environnement sonore, la voix, le lien avec les autres, en un mot, la vie. Oui, j'aime à évoquer les incroyables pouvoirs de l'audition qui est d'écouter, entendre et communiquer, parler. Même si l'oreille est en grande souffrance, cet accompagnement invite le sujet à se projeter plus sereinement sur son avenir avec ou sans les symptômes. L'organisateur de ce webinaire m'a demandé d'évoquer le rôle du pôle sophrologie et acouphènes. C'est un réseau que j'ai créé
il y a maintenant un peu plus de 10 ans, et qui compte aujourd'hui plus de 200 sophrologues en France et dans les pays francophones, spécialisés dans l'accompagnement des troubles de l'audition. Et ils appliquent ce protocole spécifique. Alors, je crois que le lien, c'est Pôle Sophrologie Acouphènes, trouver un sophrologue, mais on vous donnera par la suite le lien d'une manière écrite. Et puis, on m'a dit aussi que ce serait bien de parler de la sortie de mon nouveau livre, qui est justement aujourd'hui en librairie, avec le titre « Acouphènes, un nouveau protocole de sophrologie pour les soulager » aux éditions Médicis. J'arrive pas à le mettre au milieu. Cet ouvrage décrit l'évolution de la méthode dans un contexte scientifique récent, avec de nombreux conseils et un flashcode pour des pratiques. Voilà, il a une très large distribution au niveau des librairies. Eh bien, je vous remercie de votre attention et je peux répondre à la fin de ce webinaire très volontiers à vos questions. Merci beaucoup, Madame Grévin. Tout à l'heure, vous avez parlé aussi de thérapie comportementale et cognitive. Oui. Madame Moati, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bonjour, je suis très heureuse de faire partie de ce webinaire. Je m'appelle donc Livia Moati, je suis psychologue installée en libéral principalement, mais aussi à Paris. Mais je travaille également à l'hôpital, donc au Crémer 17, dans le service ORL, sur des questions donc auditives et plus particulièrement aussi sur des questions de surdité et de prise en charge de ces surdités. Mais aujourd'hui, j'aimerais réfléchir avec vous à la prise en charge de l'acouphène via du coup la thérapie cognitive comportementale. Pour commencer, j'ai essayé de réfléchir à ce qu'était un acouphène. Et donc, quand on regarde sur Internet, on retrouve finalement des images. J'essayais plutôt de m'appuyer sur les images en lien avec l'acouphène. Et on retrouve finalement des personnes avec grimaçantes, endolories, en train de se tenir les oreilles. On retrouve des images aussi avec des oreilles rouges, endolories, avec, on ne sait pas si elles sont en train de pleurer ou de saigner, ce n'est pas très clair. On retrouve des images de personnes qui n'arrivent pas à s'endormir avec un bruit qui sort de leurs oreilles. On retrouve aussi des images de vie qui sont éclatées et fractées par l'arrivée de l'acouphène. On retrouve aussi des personnages en train de porter sur leur dos le poids de leur acouphène. Et donc, à travers toutes ces images, je me demande comment on peut accepter et travailler sur l'acceptation de l'acouphène avec une connotation, avec un symptôme qui a une connotation aussi chargée et aussi d'évaluer, dégradée, négative, voilà. Donc j'aimerais tout le travail en fait de la prise en charge de la thérapie en thérapie cognitive comportementale et de travailler cette représentation de l'acouphène, de travailler son rapport aussi, son lien à ce symptôme, de ne plus se dire uniquement acouphénique, mais plutôt d'être quelqu'un qui souffre d'un acouphène. Je crois que ça, c'est déjà une étape de changement dans la perception du lien à ce symptôme et d'essayer de réintégrer finalement cette oreille à tous les autres membres de son corps et de ne plus être en train de regarder à la loupe ce qui s'y joue, mais plutôt d'essayer de prendre cette loupe et de commencer à observer aussi tout ce qu'il y a autour de soi. Donc, c'est un vaste travail, hein, en effet, ça prend du temps. Et dans la question de l'acceptation, déjà, qu'est-ce que c'est? On n'arrête pas de demander à ces patients, à vous tous, d'accepter de vivre avec votre acouphène. Mais qu'est-ce qu'accepter? Souvent, les patients me demandent finalement, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et je crois que déjà, la définition elle est importante, c'est un processus. Un processus, ça veut dire que ça prend du temps. Qui implique une volonté d'expérimenter des événements internes. C'est-à-dire qu'on est dans une position d'expérimentation de nos pensées, de nos émotions, de nos sensations physiques. Et on essaye du coup d'utiliser des stratégies pour essayer de réfléchir à comment se rapprocher
de ces sensations sans forcément essayer de les contrôler ou de les éviter. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué et difficile et douloureux puisque ces sensations sont désagréables, elles sont connotées négativement et elles sont chargées émotionnellement. Et tout le travail étant d'arrêter cette fuite, d'arrêter de s'éloigner de l'acouphène pour s'en rapprocher et de se rapprocher des sensations corporelles que l'acouphène peut susciter. Alors, donc, on apprend finalement qu'en effet, l'acouphène n'est pas seulement un bruit qu'on entend et qui ne vient pas de l'extérieur, mais c'est aussi une expérience émotionnelle qui est certes très désagréable et que l'on ne veut plus entendre. Donc, le premier désir, déjà, de ne plus de le faire disparaître, est déjà un travail en thérapie cognitive comportementale. Il faut pouvoir dépasser cette étape et ça peut prendre un certain temps et on peut avoir besoin d'un certain nombre d'outils pour être dans cette première étape de l'acceptation. Et puis, un peu comme du coup l'a évoqué Patricia Grévin, avec lesquels je travaille, nous faisons tous partie de la même équipe. Il y a également des exercices d'exposition émotionnelle, de zoom-dézoom de son oreille, d'essayer d'écouter son oreille et puis après d'écouter aussi l'environnement sonore, d'essayer de se rapprocher de toutes ces expériences sensorielles à travers des exercices de sensation et de respiration. Donc, il y a tout un pan vraiment émotionnel qui est proposé dans cette approche. Et il y a également tout un pan cognitif qui est d'essayer de mettre à distance cette fameuse radio acouphène, c'est comme ça qu'on l'appelle ici, celle qui dit que c'est forcément grave, que ça va s'aggraver, que c'est un symptôme qui est peut-être le début de quelque chose d'encore plus difficile et douloureux. Voilà, toute cette radio-là, on essaye quand même de la mettre à distance, de ne pas prendre le temps de vraiment l'écouter et de reprendre le temps pour se reconcentrer sur les choses qui semblent être peut-être un peu perdues, qui ont été finalement mis de côté depuis l'arrivée de cet acouphène et d'essayer de recreuser ces pistes-là qui semblent être finalement plus nourrissantes, plus enrichissantes que ce que l'acouphène vient appauvrir dans un quotidien. Donc, on essaye de se rapprocher des éléments importants de chacun, pour chacun, et de s'y rapprocher pour essayer de retrouver du sens dans la vie et le quotidien et de revitaliser finalement une vie qui s'est peut-être un petit peu appauvrie. Et pour ça, il y a aussi la question de l'exposition au bruit ou l'exposition au silence. Un des témoignages que j'ai trouvé intéressant aujourd'hui, c'est ce monsieur qui ne peut plus lire. On essaye de voir comment accéder à la lecture, si c'est important pour lui, de progressivement y accéder étape par étape avec toutes le soin et les précautions nécessaires pour qu'il y arrive. Ce qu'on constate en effet, c'est qu'on essaye de travailler 3 mécanismes importants. Le fait de sortir qui sont des mécanismes qui fonctionnent un peu comme une mécanique, c'est un peu le trio infernal, c'est le catastrophisme, comment sortir de ces idées toujours de plus en plus graves sur son symptôme, comment sortir de la peur que ça suscite et comment sortir de l'évitement qu'on essaye de mettre en place pour ne pas être en contact avec l'acouphène. Donc ce trio-là, c'est vraiment le trio qu'on essaye de travailler en thérapie cognitive comportementale, de sorte à pouvoir passer plus de temps sur ce qui semble être pertinent et important et moins de temps sur ces sensations, sur l'appauvrissement que ces sensations peuvent apporter. Voilà, donc il y a vraiment un changement de paradigme qu'on essaye de mettre en place. Et petit à petit, à force de créer finalement ce switch de caméra, c'est-à-dire on peut passer du temps sur ce qui va mal, mais on peut aussi passer du temps sur comment faire malgré la douleur ou malgré la sensation gênante. On essaye du coup petit à petit, via ces changements de focalisation, de travailler, c'est comme ça qu'on travaille finalement la question de l'acceptation. Et on se retrouve avec un acouphène qui prend moins de place, qu'on subit moins,
qui nous fait moins peur et qui finalement ne vient pas dégrader une vie. Voilà, je vous remercie de l'attention portée à mon témoignage et à mon expérience, et je reste disponible pour les questions un peu plus tard. Merci beaucoup. Je vous remercie tous les trois pour ce partage de solutions qui doit donner un peu d'espoir du coup aux patients ayant des acouphènes. Nous allons maintenant, dans la dernière partie, aborder le rôle des pairs, le rôle des personnes qui sont concernées par les acouphènes et qui peuvent elles aussi apporter leurs solutions, leurs trouvailles et aider par là même toutes les personnes qui souffrent d'acouphènes. Mais se pose souvent la question de comment les contacter, où les contacter. Donc, je vais laisser la parole d'abord à Monsieur Guillard, qui va nous présenter son application Siopi. Bonjour et merci beaucoup. Alors du coup, je m'appelle Romain Guillard, je suis un doctorant en neurosciences sur les acouphènes et aussi sur les acouphènes et le sommeil. C'est principalement mon sujet de recherche. Et aussi, je travaille sur un autre sujet qui est le problème de l'hétérogénéité de l'acouphène. En effet, comme on a pu le voir dans les différentes présentations qui ont été faites, l'acouphène, c'est quelque chose de complexe qui peut varier en termes de cause, en termes de manifestation et en termes de ressenti. Et ce n'est pas forcément du coup les mêmes prises en charge, c'est parfois une combinaison de prises en charge astucieuse et orientée et guidée par le médecin qui va permettre aux patients d'aller mieux, de s'habituer à l'acouphène ou de s'en soigner. Mais en fait, effectivement, à tout moment dans son parcours de patient, on peut avoir le besoin de trouver d'autres patients et d'autres patients qui ont précisément la même chose que soi. Et un réflexe qu'on a pu constater, c'est que souvent les patients se regroupent sur des communautés qui sont présentes sur les principaux réseaux sociaux, comme par exemple sur Facebook, où actuellement il y a 15 000 membres qui sont réunis dans des groupes sur l'acouphène. Et là, en fait, l'ensemble des personnes qui ont des acouphènes, ils sont rassemblés, tous les types confondus, et il peut y avoir un peu une cacophonie parce que quelque chose qui peut marcher pour quelqu'un qui fait un bon témoignage positif n'est pas forcément quelque chose qui est adapté pour soi-même. Et actuellement, malheureusement, Facebook et Mark Zuckerberg ne font pas une grande cause des acouphènes, même si j'espère que ça pourra changer. Mais nous, c'est notre cas. Et en fait, nous avons eu la chance de recevoir une bourse de la part de la Fondation Lopez Loretta et qui nous a permis de lancer un projet de communauté d'entraide pour aider les patients acouphéniques. C'est quelque chose qu'on a commencé vers mi-fin 2020 avec Louis Korczkowski, qui est mon cofondateur de cette application. Et on a d'abord fait une enquête de terrain pour vraiment comprendre les besoins qu'il y avait pour pouvoir créer cette communauté d'entraide. Et on a fait plusieurs versions itératives, donc on a fait près d'une bonne centaine d'entretiens avec des différents patients, notamment avec le bureau de France Acouphènes qui nous a mis un peu des bons conseils pour pouvoir améliorer au fur et à mesure l'application. Et on a fait finalement un lancement il y a près d'1 an et demi déjà maintenant. Et aujourd'hui, c'est 2750 personnes qui ont déjà pu installer et utiliser Siopi en France, mais aussi à l'international, parce qu'on a traduit l'application en anglais. Et en fait, Siopi, aujourd'hui, comment ça marche? C'est une application qui est sur smartphone, qui est gratuite, on peut l'avoir sur iPhone et sur Android. Et quand on l'installe, on répond d'abord à un bref questionnaire qui permet de comprendre les symptômes qu'on peut avoir. Et nous, notre expertise, ça a été de créer des algorithmes qui permettent de rapprocher les personnes en fonction de leur similarité de symptômes. Et ainsi, quand on est sur Siopi, on peut échanger avec des gens qui ont vraiment la même chose que soi, et on peut voir qu'est-ce que ces personnes ont essayé comme prise en charge et comment ça a marché pour eux. Aussi, Siopi, c'est une base de données collaborative de témoignages. On a inventorié plus d'une centaine de prises en charge qui peuvent exister sur l'acouphène. Et sur chacune d'entre elles, on a recueilli des témoignages et à chaque fois, en fait, on a, pour chacun de ces témoignages, à quel point la personne a les mêmes symptômes que vous ou non. Et donc, il y a plusieurs questions dans le chat qui concernaient telle ou application ou telle méthode pour prendre en charge les acouphènes. Eh bien, en fait, sur la plupart de ces prises en charge, eh bien, vous avez une base de données de témoignages qui peuvent vous informer sur comment est-ce qu'elle a pu aider des patients avant vous. Voilà, donc cette mise en commun, effectivement, ça c'est l'aide qu'on peut apporter entre patients, mais Siopi, c'est aussi une brique qui se veut pour rapprocher le monde de la recherche académique, scientifique et les patients. Car
très souvent, on constate que les patients acouphéniques sont des gens qui sont très engagés, très volontaires pour faire avancer les choses, car il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à comprendre pour ce symptôme qui est encore trop méconnu. Et notre application, ce qu'elle permet, c'est aussi de mettre en contact plus directement les chercheurs, les médecins-chercheurs et les patients. Pour cela, d'une part, en fait, on fait une veille scientifique où, en fait, avec notre blog et notre newsletter qu'on envoie hebdomadairement, on permet d'informer les patients des grandes nouvelles de la recherche sur les acouphènes. Ensuite, on fait la promotion des études cliniques qui peuvent exister sur l'acouphène. Là, il y en a une récemment qui implique l'Institut de l'audition sur la perte auditive précoce, sur lesquelles on a essayé d'aider au recrutement des patients. On a déjà fait ça aussi pour 4 autres études, et il y en a une qui arrive bientôt aussi sur laquelle on va pouvoir chercher à aider à recruter des patients. Donc ça, c'est vraiment mettre le lien en fait entre les chercheurs et les patients qui sont volontaires et qui veulent s'engager. Et aussi, en fait, un dernier rôle, c'est de tout simplement permettre aux patients de faire avancer la recherche directement sur l'application. En effet, ça s'est concrétisé déjà une fois, parce que là, récemment, on a publié dans les Annales françaises ORL la traduction maintenant validée du questionnaire européen de recherche ESIT-SQ, et c'est justement en collaboration avec l'AFREPA et France Acouphènes que nous avons pu le faire. Et le premier échantillon de réponse à cette étude a pu être récolté grâce à l'application. C'est 105 personnes qui ont contribué, et tout cela, maintenant, c'est publié et ça fait avancer notre domaine. Il y a une autre étude là qu'on vient de soumettre, qui est là sur la segmentation des patients acouphéniques grâce à une base de données de 3700 patients que nous avons pu avoir grâce au docteur Loche au CHU de Lille. Et il y a encore d'autres travaux qui vont venir grâce aux témoignages que nous avons récoltés. Donc ça, c'est toutes les actualités, et il y en a encore d'autres qui vont venir. Et donc, ce rapprochement avec la recherche, c'est quelque chose qui nous est très précieux et que nous voulons continuer, bien sûr. Je vais bientôt, maintenant, du coup, laisser la parole à M. Fuenquinos, président de France Acouphènes, et qui, lui aussi, a été un partenaire essentiel dans toute notre histoire et que je voudrais sincèrement remercier. Merci beaucoup. Merci, M. Guillard. Merci beaucoup pour vos explications et cette application qui va pouvoir répondre à beaucoup de questions que je vois dans la partie chat. Pour terminer cette partie, je laisse la parole à Jacques Fuenquinos, qui va nous présenter l'association France Acouphènes et nous parler des différentes actions mises en œuvre. Jacques, comme je sais que vous êtes bavard, vous avez 9 minutes. Oula. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de me donner la parole, et je remercie tous les intervenants pour leurs explications très claires. Alors, notre association est une association qui est au service des personnes souffrantes de 4 pathologies: acouphènes, hyperacousie, maladie de Ménière et neurinome de l'acoustique. Nous sommes présents au service de ces patients depuis 30 ans. Donc, nous avons fêté nos 30 ans le 17 décembre 2022. Donc, je vais présenter très rapidement notre carte d'identité pour ensuite en venir un petit peu à nos actions précises sur le terrain. Nous sommes d'abord reconnus, nous sommes d'intérêt général. Nous avons des chantiers en cours pour devenir d'utilité publique, et je pense que toutes nos actions que nous faisons sur le terrain justifieraient qu'on obtienne ce label prochainement. C'est en bonne voie. Nous sommes reconnus par 3 ministères. Le ministère de la Santé, tout d'abord, qui en 2009 nous a reconnus comme association représentant des usagers du système de santé. Et à ce titre-là, nous avons des bénévoles qui interviennent dans un certain nombre d'établissements hospitaliers publics et privés pour être au service des usagers du système de santé sur nos pathologies et sur les autres. Le deuxième ministère qui nous a reconnus, c'est le ministère du Handicap, puisqu'il nous a intégrés comme membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées, là aussi depuis 2009. Et nous sommes 2 personnes à y siéger, Rosine Nicolas et moi, pour intervenir sur la présentation et l'intégration de nos handicaps invisibles dans l'ensemble des handicaps qui sont décrits dans cette instance, et la prise en compte de ces handicaps dans les nouvelles lois qui sont présentées à l'Assemblée nationale. Le troisième ministère qui nous a reconnus, et c'est récent, c'est le ministère de l'Éducation nationale, qui nous a intégrés comme association éducative complémentaire du système éducatif. Et à ce titre, nous allons dans les écoles, depuis le cours préparatoire jusqu'à l'université, pour faire des préventions auditives, car
il y a de plus en plus de personnes jeunes qui sont atteintes malheureusement d'acouphènes. Nous avons intégré aussi un certain nombre de collectifs parce que nous avons des objectifs communs, par exemple avec le collectif Alliance Maladies Rares, avec le neurinome de l'acoustique qui est une maladie rare, avec le collectif Handicap, puisque nous sommes, avec nos handicaps invisibles, partie intégrante des actions de ce collectif pour les faire reconnaître au niveau du ministère. Et puis, nous avons été intégrés depuis 2020 au comité de pilotage du CNIS pour travailler ensemble sur pas mal de chantiers qui nous rassemblent. Alors, quels sont les 3 principaux objectifs et aux missions de France Acouphènes? C'est d'abord l'aide et le soutien aux personnes souffrantes. C'est ce qu'on fait, c'est notre acte de naissance depuis 30 ans. Donc, comment se fait ce soutien? Il se fait à travers, tout d'abord, on en a parlé beaucoup dans les interventions, l'écoute des personnes souffrantes. C'est un manque vraiment important que nous constatons aujourd'hui, ce manque d'écoute de la part des professionnels. Tout le monde n'est pas encore formé sur cette pathologie, en particulier acouphène. Ce manque d'écoute au niveau des proches, au niveau des employeurs, ce qui fait qu'en plus d'avoir ce vacarme dans la tête, ne pas être écouté par son entourage conduit justement les personnes à s'isoler, à s'enfermer, à se créer une prison interne. Donc nous, notre objectif, et tous nos bénévoles sont crédibles pour le faire, parce qu'ils sont tous souffrants de ces pathologies, en particulier de l'acouphène, et donc ils sont crédibles quand ils écoutent quelqu'un se plaindre, venir poser son sac, venir montrer sa douleur, pour indiquer comment lui, il vit et comment il témoigne. Et donc, il y a des écoutes individuelles qui se font parce que les personnes n'ont pas envie de partager à d'autres leur souffrance, et ça se fait soit en présentiel, soit par téléphone, soit par mail, soit par écoute téléphonique à travers le 0820 222 213, où nous avons de plus en plus d'appels sur le sujet. Et ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'il y a des appels de personnes qui sont souffrantes, mais il y a aussi beaucoup de contacts des proches ou d'aidants qui nous disent j'ai mon fils ou j'ai mon mari ou j'ai mon frère qui souffre d'acouphènes ou d'autres pathologies et je ne sais pas comment gérer ça. Aidez-nous. Et donc, on a ces appels au secours qui nous arrivent régulièrement par écrit, par téléphone ou par nos entretiens. Et c'est pour ça que parmi toutes les possibilités qui ont été exposées aujourd'hui pour aller mieux, pour accepter, je pense que France Acouphènes fait partie aussi de la solution. Parce qu'on s'aperçoit que les personnes qui viennent nous voir, qui nous parlent, qui échangent avec nous, une fois qu'elles ont été écoutées, qu'elles ont déposé leur sac à dos auprès d'un bénévole de France Acouphènes, elles repartent, je ne dirais pas guéries, rassénérées, avec plus de possibilités de l'accepter en voyant que d'autres le font, que d'autres font des activités et donc eux seront peut-être un jour capables de le faire. Alors, nous avons enrichi notre panorama d'écoute à travers, évidemment, il y a des groupes de parole en présentiel qui se faisaient jusqu'à présent dans des entités locales, des salles qui nous étaient prêtées par les centres hospitaliers, par les maisons de quartier, par les maisons associatives. Mais avec le Covid, on a été obligé d'interrompre tout ça. Et en fait, c'est un mal pour un bien, puisque nous avons été obligés de créer des groupes de parole par visioconférence. Et ça nous a permis, en fait, de sortir de l'isolement, non seulement pendant la période du Covid, mais aussi de prendre en charge tout un tas de patients qui étaient dans des régions où il n'y avait pas de bénévoles et qui ont pu ainsi bénéficier de nos services et parler avec des écoutants, parler avec des personnes qui ont la même pathologie qu'eux et donc échanger et sortir de leur isolement. Et on est même allé plus loin puisque nous avons mis en place depuis peu des groupes de parole spécialisés par pathologie. Donc, il y a des
des groupes de parole, toutes pathologies, acouphènes, hyperacousie, ménière et norinome, mais nous avons mis en place aussi des groupes de parole sur la maladie de Ménière, sur l'hyperacousie, sur le norinome, et récemment, on va attaquer le deuxième demain, justement, c'est d'actualité, un groupe de parole sur l'hyperacousie, où justement, c'est une pathologie dont ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je pense qu'il sera important d'en parler une autre fois, qui est encore plus isolante que l'acouphène, puisque les personnes sont vraiment dans une prison parce qu'ils ne peuvent plus vivre, ils ne peuvent plus sortir avec les douleurs dont certains témoins ont parlé au début du reportage. Donc ça, bon, c'était la première démission, l'écoute, et qui nous permettait donc de montrer qu'on peut vivre avec, qu'on peut mettre les acouphènes à distance. Il faut d'abord les accepter et que, disons, le stress et la maladie et l'angoisse, ce sont des carburants de l'acouphène. Et donc, nous contribuons un petit peu à baisser un petit peu ce stress en informant les personnes sur ce qui peut être mis à leur disposition. Notre deuxième mission, c'est aussi de faire de la prévention. Alors, cette prévention, elle nous paraît indispensable parce qu'on est en train d'assister à une catastrophe sanitaire parmi les jeunes. Nous allons dans les écoles, et moi, dernièrement encore, je suis allé faire une prévention auditive dans une classe de CM2. Quand je m'aperçois que sur une classe de 26 élèves, il y en a 11 qui lèvent la main en ayant déjà eu des acouphènes, même temporaires, que 3 d'entre eux ont des acouphènes en permanence, sans que les parents ni les enseignants ne soient au courant, je trouve que là, on a atteint une phase de non-retour. Je crois qu'il faut maintenant agir très vite, car on est en train de fabriquer une génération de malentendants avec cette exposition à des niveaux sonores intolérables pour les oreilles, qui fait qu'il y a de plus en plus de traumatismes sonores. Et donc, il n'y a plus maintenant, comme l'ont dit certains ORL, le fait de l'âge qui provoque les acouphènes, mais de plus en plus les méthodes de loisirs qui sont mises en place avec cette musique qui est mise à fond à disposition des jeunes et auprès d'oreilles de plus en plus jeunes. La troisième action que nous menons, c'est d'agir vers les pouvoirs publics. En effet, malheureusement, il y a encore trop d'ORL, de praticiens qui ne s'intéressent pas à nos pathologies, et on entend trop souvent encore la maxime « je ne peux rien pour vous, il faut vivre avec ». C'est insupportable. Et nous faisons tout pour qu'il y ait une formation des ORL pour que le maximum d'entre eux puissent, s'ils n'ont pas la formation ad hoc, qu'ils aiguillent vers des équipes d'experts, des centres justement pluridisciplinaires, comme on en a parlé aujourd'hui, ou des centres d'expertise, comme il est en train de s'en monter à Montpellier avec Audio Campus, mais qu'on ne laisse pas désœuvrer des personnes acouphéniques qui font du nomadisme médical pour essayer de trouver le médecin fakir qui va les mettre comme avant. Et on sait très bien que le traitement, M. Boukhara l'a bien dit, il n'y a pas aujourd'hui de pilules magiques qui permettent de revenir comme avant. Mais on peut aider à mieux vivre avec, voire les oublier. Et c'est ça qu'il faut montrer aux gens, leur montrer un chemin de sortie de leur galère. Et donc, on est là pour ça, on est là pour aider, pour montrer au niveau des pouvoirs publics qu'il ne faut pas laisser les gens comme ça, à la dérive. On travaille avec la Haute Autorité de Santé pour mettre en place un parcours patient digne de ce nom, de manière à pouvoir aiguiller les personnes proprement, ne pas les laisser sur le bord du chemin. On travaille avec eux aussi pour que, avec la caisse primaire d'assurance maladie, pour qu'ils mettent en place des consultations complexes, afin que ça ne se traite pas sur un coin d'une table pendant 10 minutes, mais qu'il y ait un temps d'écoute suffisant, avec un panier de soins. Il n'est pas normal que des personnes qui nous appellent n'ont jamais eu d'IRM alors qu'ils ont des acouphènes depuis plusieurs années et qui peut être soupçonné d'autres pathologies plus graves. Donc voilà, tous ces chantiers qui sont importants pour nous, avec lesquels nous travaillons
avec la haute autorité, avec la caisse primaire d'assurance maladie, avec les sociétés savantes qui nous aident et qui nous appuient. Et en particulier, je voulais souligner l'apport de notre comité scientifique qui nous aide beaucoup sur le sujet. Certains ils sont membres de ce comité autour de la table, qui nous permet aussi de valider les articles que nous faisons dans notre revue trimestrielle de manière à montrer aux personnes qui souffrent de nos pathologies qu'on n'est pas, on reste pas sans rien faire, il se passe des choses. Et donc, nous, on est encore là pour les servir, mais il faut qu'on nous aide aussi à nous aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait plus d'adhérents, parce que malgré qu'on ait 2 millions de personnes qui viennent voir notre site, malgré qu'on ait 3 000 personnes qui nous likent sur notre page Facebook, ben, nous n'avons pas assez d'adhérents, nous n'avons pas assez de bénévoles, et l'on lance un appel pour nous aider sur le sujet, de manière à pouvoir continuer à aider les gens. Voilà, donc je vais en rester là, parce que sinon je pourrais encore parler une demi-heure, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Très bien, merci Jacques, merci beaucoup. Il nous reste 10 minutes, je vais prendre quelques questions, hein. Il y en a beaucoup, on ne pourra pas répondre à toutes, mais de toute façon, on s'engage à apporter une réponse dans l'écrit, dans le support écrit qu'on donnera. Tout d'abord, autour de l'appareillage. Alors, j'ai 2 questions que j'ai repris. Il y en a une sur comment adapter son logement à des acouphènes. Première question. Et deuxième, comment s'explique le fait que mon acouphène est souvent bien plus fort le matin au lever, malgré le repos nocturne? Il finit par se réduire après avoir mis ma prothèse auditive. Monsieur Desmaîtres, je vous laisse peut-être répondre. Très bien, je vous remercie pour ces questions. Alors, la première question, je n'ai pas bien compris, c'est par rapport à l'équipement du logement? Oui. D'accord. Alors, par rapport à est-ce qu'il y a des équipements possibles alors, dans un logement? Comment je peux adapter mon logement à mes acouphènes? Voilà. D'accord. Alors, une des premières recommandations que l'on peut donner pour voilà, des patients acouphéniques, et également, j'ai vu passer une question également sur l'hyperacousie. Alors, je reviendrai dessus puisque quelques cas d'acouphènes sont également couplés à une hyperacousie. C'est important d'en discuter. Alors, au niveau de l'équipement du logement, il n'y a pas de dispositif particulier prévu pour le traitement de l'acouphène. Simplement, une des recommandations que nous proposons régulièrement à des patients, qui vient un petit peu dans le même sens que la thérapie sonore que nous pouvons proposer via des bruits envoyés par les appareils auditifs, est éventuellement d'avoir un bruit de fond sonore présent et d'éviter les situations calmes. Le calme est un faux ami, on apprécie tous le calme au quotidien, mais on se rend compte que que ce soit dans les acouphènes, dans l'hyperacousie, trop de calme n'aide pas finalement à mieux supporter l'acouphène, tout simplement puisque c'est dans les situations, de manière générale, dans les situations les plus calmes que la perception de l'acouphène est la plus forte. Beaucoup de patients nous retranscrivent une augmentation de leurs acouphènes au moment où les activités de la journée sont terminées, qu'ils se retrouvent vraiment au calme. Donc c'est pour ça que nous avons tendance à recommander éventuellement au quotidien dans le logement un bruit de fond type, ça peut être une petite fontaine, la radio en fond très léger, pas la peine, et surtout quand je dis une stimulation sonore, je parle d'une stimulation sonore légère, ne mettez pas la musique à fond, ce qui peut être délétère pour les oreilles. Je rejoins Monsieur Fuenquinos par rapport à la prévention. Il faut protéger nos oreilles des sons forts. Donc, le son au quotidien dont je parle serait plutôt un bruit de fond léger. Par rapport à la deuxième question, par rapport à la perception de l'acouphène plus fort le matin, alors voilà, il y a différents
discours de nos patients. La plupart ont plutôt une sensation d'augmentation en fin de journée, mais il est vrai que on nous retranscrit souvent cela. On le met un petit peu sur le coup de justement le passage enfin, de l'éveil et de l'éveil des sens, où c'est au même titre que l'appareillage auditif est ressenti de manière beaucoup plus importante le matin qu'en cours de journée. C'est vrai que le corps est plus sensible à la stimulation au réveil, et les patients qui mettent des appareils auditifs vont tous avoir vont souvent avoir un ressenti de son beaucoup plus fort le matin qu'en cours de journée, où il y a une petite sensation de baisse auditive. Donc, est-ce que l'acouphène est également ressenti plus fort à ce titre-là? Voilà la réponse que j'apporte. Permettez-vous juste que j'apporte un tout petit complément. Mon sujet de thèse est spécifiquement sur les interactions entre acouphènes et sommeil, et je travaille sur le sous-groupe de patients, et ce n'est pas tout le monde, qui ont des hausses d'acouphènes suite aux siestes et qui peuvent avoir des acouphènes qu'on peut qualifier de on-off, c'est-à-dire un jour ils se réveillent, les acouphènes sont faibles, un jour ils se réveillent, les acouphènes sont forts, et on travaille dessus. On a fait 2 protocoles sur les 2 années précédentes à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris. On a plusieurs hypothèses par rapport à ce qui pourrait se passer dans le sommeil, l'altération de différents états de sommeil, notamment le sommeil paradoxal, le potentiel rôle du bruxisme ou de l'apnée. Donc ça, c'est des choses qui sont encore à l'étude et que nous allons bientôt publier. Très bien, c'est très intéressant. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de questions aussi qui tournent autour d'éléments financiers et qui vous concernent un peu tous. J'ai une question donc sur le prix d'une séance de thérapie comportementale, par exemple. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça coûte? Pareil au niveau de la sophrologie, quel coût est-ce que c'est remboursé? Et j'aurais pareil aussi pour France Acouphènes. Les groupes de parole de l'association France Acouphènes sont-ils payants? Faut-il réserver? Voilà, je vous laisse répondre. Alors, je peux dans l'ordre. peut-être commencer. À Paris, les séances tournent autour d'une soixantaine, peut-être 70 €. Après, chaque thérapeute pratique un peu ses prix. Il faut essayer de demander à sa mutuelle s'il y a une prise en charge de thérapie cognitive comportementale. C'est souvent une prise en charge qui peut être mieux remboursée que de la thérapie un peu analytique. Donc, ils ont déjà un axe sur la TCC qui est un petit peu réfléchi. Certaines mutuelles peuvent prendre en charge 2-3 séances, c'est pas beaucoup, d'autres 5 à 8. Donc, voilà, c'est vrai que c'est pas encore tout à fait au point. Voilà, pour ma part. Pour la sophrologie, vous m'entendez? Oui, c'est bon? Oui, très bien. En général, c'est entre 50 et 60 ou 65. Voilà. Et il y a pareil, ce sont des prises en charge qui peuvent être présentes avec les mutuelles, mais souvent ils remboursent 2-3 séances ou alors un forfait. Et il faut demander au niveau de la mutuelle. Et puis c'est mieux quand il y a une ordonnance du médecin, ça peut aider aussi à cette prise en charge. Voilà. Après, c'est un investissement. Oui, c'est un investissement. Moi, je dis toujours aussi sur qui va durer plus longtemps que simplement les acouphènes. Voilà, mais il faut avoir envie effectivement de le faire et puis surtout avoir la possibilité de le faire financièrement parlant. J'ai des questions pour toutes les deux autour du nombre de séances. Au bout de combien de séances de sophrologie? Alors, le protocole nous a montré, enfin l'étude nous a montré entre 6 à 8, mais en général autour de 6 séances. Donc, ça fait une durée à peu près de 2 mois, 2 à 4 mois. Voilà, c'est à peu près l'investissement qu'il faut faire au niveau du temps et de la durée. Donc, c'est quand même des thérapies qu'on appelle brèves. D'accord. Et pour les théories comportementales? Alors, pour la thérapie cognitive comportementale, en général, on part du principe que pour chaque problématique, il faut une vingtaine de séances. Après, souvent, les patients qui souffrent d'acouphènes, d'hyperacousie ou autres problématiques auditives, très régulièrement, peuvent commencer par cette prise en charge et puis continuer sur d'autres thématiques. Donc, on estime que quand même pour la
vraiment que le symptôme, on est autour d'une quinzaine, vingtaine de séances. Et puis après, s'ils souhaitent continuer sur d'autres approches ou d'autres réflexions, de pistes de réflexion, c'est également possible. Souvent, l'acouphène, c'est un peu une porte d'entrée vers la thérapie. Et une fois qu'ils sont installés, finalement, ils s'y trouvent plutôt bien, donc ils continuent un petit peu. Mais c'est vraiment chacun fait à sa sauce et en fonction de son rythme et son besoin. Voilà. Très Alors, bien. je Jacques? voudrais intervenir pour les groupes de parole. Donc, Oui. les groupes de parole, ça fait partie de l'offre adhérent autant de fois qu'ils veulent. Pour les adhérents, l'adhésion est à 22 € par an pour France Acouphènes, sachant qu'elle est déductible des impôts à 66%. Et puis, d'autre part, pour la première participation à un groupe de parole est gratuite. Donc, tous ceux qui veulent participer, que ce soit en France ou à l'étranger, parce que je vois qu'il y a une question pour des gens qui sont en Belgique, ils peuvent s'y connecter. Il suffit d'aller sur notre site et puis s'inscrire et automatiquement, ils recevront un lien et pourront participer au groupe de parole. Très bien, merci Jacques. Une dernière question pour l'application Siopi. Combien de personnes sont inscrites sur l'application? Actuellement, on a plus de 2000 personnes en France et aux alentours de 750 au niveau international, au niveau anglophone. Voilà. Et j'ai vu plusieurs questions auxquelles je voulais répondre dans le chat, mais malheureusement, je n'y parviens pas sur Zoom. Donc, j'espère que les gens n'hésiteront pas à me l'envoyer à, si vous voulez, contact@siopi.ai par rapport aux différentes thérapies. S'il y a besoin, je suis là pour y répondre. Très bien. Merci. Nous voici au terme de ce webinaire. Donc, je tiens bien sûr à remercier tous les participants qui étaient présents ce soir, à la fois en présentiel ou qui nous ont accordé du temps pour qu'on puisse aller les filmer. Un très grand merci aussi à la technique, sans qui ce webinaire n'aurait pas pu se mettre en place. Mention spéciale pour Jérôme du Messageur. Et pour terminer, un grand merci aux interprètes de langue des signes française d'Execo et aussi aux codeuses en langue française parlée complétée d'Isos Accessibilité. Merci à tous et nous aurons d'autres webinaires que nous allons proposer tout au long de l'année. Nous reviendrons vers vous par l'intermédiaire des réseaux sociaux pour vous donner toutes ces informations. Merci et bonne fin de soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.